Premièrement, je vais vous dire que c'est la première tentative, le premier essai que nous faisons dans webinaire en plusieurs langues. Donc, je vais vous présenter Gianni Trioli et Panagiotis Arapitsats de la Fondation Edmund Mark A30 qui seront nos intervenants. Tout d'abord, il y aura une introduction qui sera assurée par Gianni, qui va nous parler des solutions concernant l'Internet des objets qui ont été développées dans les cadres de ces programmes européens. Thank you, Giuliano. Gianni, à toi la parole. Let me Gianni just est le président de Vinidea, donc un the collègue. screen. I hope you see the screen in correct ways. Gianni, je te passe la parole donc pour ta présentation. So thank you for giving me the first page in this webinar. I start presenting very quickly and very shortly what is IOF 2020, Internet of Food Merci and Farm. Giuliano. This European program that sees Vinidea, among others, as partner. Permettez-moi juste de choisir la bonne diapo. J'espère que vous voyez bien. On te voit parfaitement. Donc, merci. Merci de m'avoir donné la parole en premier dans ce webinaire. Donc, je vais vous présenter très rapidement les contenus de ces projets à IOF 2020, donc ces projets européens dans lesquels Vinidea est l'un des partenaires avec d'autres. C'est un projet qui est assez important, qui est coordonné par une université néerlandaise avec 71 partenaires, organisations partenaires. C'est en pays, 16 pays qui sont concernés. Donc, c'est un projet qui est l'un des plus importants dans le cadre du programme Horizon avec un budget de 35 millions. Le but de ces projets, c'est d'appliquer la technologie de l'Internet des choses, l'Internet des objets dans l'agriculture. Et on l'a fait dans 35 cas d'études dans 5 domaines, donc avec des essais terrain. Et ces petits points que vous voyez sur la carte, ce sont des endroits où nous avons des applications concernant certaines de ces technologies. Et cela concerne tous les domaines de l'agriculture. Bien sûr, les secteurs fromagers, les secteurs laitiers, les productions fruitières. Et nous appartenons justement à la filière fruits. Donc, nous avons 6 cas pratiques. Donc, l'un qui concerne le raisin de table, la filière oléicole, mais disons, le 2 qui nous concerne, en ce qui concerne cette présentation, c'est Big Wine Optimization, donc l'optimisation de grands vins. Donc, dans ce cas, c'est un cas d'étude qui est coordonné par ST Electronics. Il y a beaucoup de partenaires, Vinidea, mais également Ertus, qui est une société qui produit des logiciels pour les vignobles, pour la gestion. Ensuite, nous avons le Denis Dubordieu domaine qui appartient à la famille Dubordieu. Et ensuite, nous avons également ISVEA qui est un laboratoire de Toscane qui fait partie justement de ces groupes qui développent des solutions. De l'autre côté, la partie qui s'occupe du traçage de l'intégrité des boissons, nous avons Vanda, qui est une société de Bologne qui se spécialise dans la gestion des données. Ensuite, nous avons Sive, la société italienne de viticulture et œnologie, Vinidea, iClair Consulting, qui est une société de conseil, et Vinidea, qui est notre société partenaire au Portugal. Il y a 2 solutions, 2 technologies que je souhaiterais vous présenter rapidement aujourd'hui.
Bien sûr, ce n'est pas la totalité des solutions que nous sommes en train de développer dans le cadre de cette initiative. En tout cas, nous avons une analyse à distance du vin et donc je vais évoquer cette possibilité qui concerne la possibilité de faire des analyses à distance. Ensuite, les traçages de transport de vin, et on va en parler par la suite après la présentation de Panagiotis Ratspitz, puisque cela concerne l'effet de la température. On se focalise là sur les transports de vin pour évaluer l'impact des écarts de température sur la qualité du vin dans des conditions de transport et des stockages. Donc, par ces solutions, on essaie de répondre aux besoins de la cave qui sont typiques d'une certaine phase du processus de vinification. Par exemple, en l'espace de quelques heures, on peut avoir des écarts importants, des variations importantes de sucre ou bien de l'acidité volatile, de l'acidité, de l'acide malique, de l'acide lactique ou encore de l'azote assimilable qui peut disparaître complètement avec par conséquent de problèmes de qualité ou également de problèmes concernant les phénols. Donc, dans cette étape critique, il serait très important de pouvoir avoir une évaluation quotidienne de chaque cuve, ce qui n'est pas si simple que ça. En général, les caves prélèvent des échantillons qui sont ensuite envoyés à des laboratoires en externe. Donc, il faut attendre parfois 24 heures et en l'espace de 24 heures, on peut avoir les données de retour et on peut les utiliser. Ça, c'est quelque chose qui marche assez bien. Il y a un coût qui n'est pas vraiment les vrais facteurs limitants. Les vrais facteurs limitants, c'est les temps, parce que à cette période de l'année, tout le monde dans la cave est occupé. Alors, prendre les laboratoires, l'échantillon, le porter au laboratoire, et même une fois qu'on a reçu les données, les traiter et les partager avec les autres intervenants qui travaillent dans la cave. Bon, ça, c'est la situation typique de caves moyennes, voire petites. Dans les caves plus grandes, on a plutôt tendance à avoir un laboratoire en interne. Et dans la dernière décennie, les caves ont pu se doter d'outils très performants, comme par exemple la spectroscopie infrarouge FTIR-NIR, qui permet d'avoir une analyse très performante de vin. Bien sûr, c'est une solution qui est préférable parce que c'est quelque chose qui permet de réaliser beaucoup plus d'analyses. Mais là encore, il y a des limites. Déjà, le coût, les investissements qui sont nécessaires pour équiper les laboratoires, mais surtout, l'élément le plus complexe, c'est le personnel. On a besoin d'avoir du personnel qui soit capable non seulement de faire les analyses, mais également d'interpréter les données, de les partager également avec les autres membres de l'équipe. Donc, la plupart des caves ont également plusieurs sites distribués dans les différents pays ou parfois même en plusieurs localisations. So the solution we are trying to develop, we have developed. Vas-y. 2 minutes pour terminer cette première partie. Excuse-moi, je n'avais pas compris. Je pensais qu'il y avait un souci technique. Donc, j'étais en train de dire qu'il y a cette nécessité, ces besoins de partager les données avec le reste de l'équipe
et avec tous les acteurs impliqués. Donc, la solution que nous avons essayé de développer, donc nous avons l'échantillon qui est lu par des outils de spectroscopie infrarouge, mais ces spectres qui sont obtenus par des lectures d'absorbance, ces spectres ne sont pas traités directement par la machine, mais ils sont envoyés dans les clouds, dans les nuages. Et une fois dans les nuages, une fois dans les clouds, ces spectres sont traités par ISVA et de cette manière, les viticulteurs ont la possibilité d'avoir directement sur le web les paramètres qu'ils cherchent. Donc déjà sur sa tablette ou sur son téléphone, il peut avoir ces résultats directement en l'espace de quelques secondes depuis l'envoi du spectre. En même temps, ces mêmes données sont également accessibles par des collègues ou par les œnologues. Donc, il n'y a plus besoin de traiter les données pour les partager avec tous les membres de l'équipe ou entre toutes les personnes impliquées. Voilà les paramètres qui sont qu'on a déjà. Donc, on a la courbe des calibrages, donc le sucre, l'acide malique, l'acide lactique, l'acidité volatile, l'azote assimilable. Et la machine, les systèmes qui est utilisé, bon, c'est en système de spectroscopie infrarouge produit par TDI. C'est une société espagnole basée en Barcelone. Donc, il y a deux réglages qui sont adaptés également à une utilisation à distance. Et la chose intéressante, la courbe de calibration qui est utilisée est faite sur la base d'un nombre important d'échantillons. Donc, on a la possibilité d'avoir la situation de départ et de la comparer par rapport au passé. On a pu voir qu'il y a d'excellents facteurs de corrélation, comme vous les voyez ici. Mais la chose la plus importante est qu'il y a une amélioration continue. Donc, ISVA est en train d'accumuler de nouvelles données sur cette courbe de calibrage. Donc, ces résultats sont comparés par rapport aux résultats qu'on peut avoir avec les méthodes traditionnelles. Et de cette manière, on alimente cette base de données. Et ISVA est en train de créer également un réseau de laboratoires en Italie, également dans d'autres pays du monde, de manière à faire converger dans ces courbes de calibrage des données qui viennent de plusieurs zones du monde et qui concernent également différentes variétés de vins, de manière à avoir une meilleure précision de cette courbe de calibrage, de manière à pouvoir avoir des résultats plus fiables. Voilà très rapidement les contenus de cette technologie. Donc, les laboratoires qui souhaitent joindre ces réseaux de laboratoires peuvent avoir accès à ces technologies. Également, les caves qui souhaitent les faire. Bon, bien sûr, les partenaires sont des TDI en ce qui concerne le matériel et ISVA en ce qui concerne les analyses. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur des points auxquels nous ne pourrons pas répondre dans la session des questions-réponses, n'hésitez pas à me contacter à l'email que vous voyez. On va essayer de répondre dans la mesure du possible. On nous demande qu'est-ce qu'on pense d'un outil de laboratoire spécifique. Je pense qu'on va répondre en privé parce que là, nous n'allons pas comparer les différents outils en public.
Yeah, thank you, Eduardo, for the question, because I probably did not explain Il y a encore enough une that question de la part these systems d'Eduardo. are right Combien de now at the caves beginning utilisent of ces the systèmes? Est-ce que la base des données que vous market, avez est let's say, phase, représentative? Gianni, marketing phase, meaning that merci à Eduardo de cette till question. now, no one, they are not, Probablement, je ne l'ai they are pas ready to be on the expliqué market, avec but till now, suffisamment de no one has détails. already Ces systèmes bought the service. So we are just at the beginning of est en this train d'être commercial phase. commercialisé, mais on est au début de la phase de The commercialisation. data that I've shown Donc, are pour coming l'instant, from very many different personne situations. ne So they l'utilise are de not manière, disons, coming commerciale. from a single Donc, winery, ils sont but prêts from à être sur le marché, mais pour a lab. l'instant, personne ne l'a acheté. Panel On of est juste au wines. début de cette Isvea is a laboratory which is commercialisation. based in Donc, Tuscany les in données Italy, but is qu'on vous a processing and montrées collecting viennent a number des of différentes samples from all situations. around Donc, ce ne Italy sont and pas les outside. données d'une seule So the cave. data you have seen, the sample, the hundreds of samples that you have seen are already Mais il y representative a, of the disons, une large gamme situation de in vins Tuscany, assez importante. so in Italy, Isvea est un at least. laboratoire And qui est basé en also Toscane, during the mais qui development traite phase, des échantillons qui the viennent de instruments toutes have les been régions placed italiennes et même de for l'étranger. test into different Donc, wineries. ces échantillons que vous So, avez vus of correspondent course, déjà is à la situation just to dans answer, yes, le it's a laboratoire en representative Italie of et aussi pendant la phase de enough développement. test situation of L'outil wines and types of wine, a été but mis à la is not disposition yet de plusieurs caves à representative de of fins different wineries expérimentales, use. à de fins de test. Thank you, Donc, Gianni. oui, And we have the time c'est for another question représentatif by dans Emanuele. nombre What assez purpose important is des caves, there not many wineries in a mais region bien sûr, ce contributing n'est with pas samples and encore rare varieties? And also they ask about représentatif the des cost différentes of the applications qu'on peut service. avoir dans la cave. Et Okay. Gianni, Now, on the a cost le of the temps de service is poser something encore une that autre question I cannot de la part really d'Emmanuel. answer on, because it's Bon, something que se that both passe-t-il s'il n'y a EDI pas and assez de ISBEA will régions, be able to assez provide you des all the caves dans la information. So région please qui contribuent avec des send a message. I will échantillons put in et quel est contact with également you, le and coût they du will be able service? to Alors, answer. sur les coûts On the du other service, side, je ne peux pas we have seen encore vous that répondre parce que in addition to wineries TDI that et start using ISVEA the seront system, à mesure de vous donner ISVEA is toutes les working with informations. laboratories Alors, éventuellement, who veuillez nous are contacter et on va vous mettre en relation pour que vous usually ayez une réponse. analyzing a significant number of samples from a Donc, il y country a des caves qui peuvent and/or commencer from à a region. utiliser ces systèmes, mais ISVEA travaille The également choice of avec un réseau de creating a laboratoires network of lab respond exactly to this question qui analysent in order to be able des to quantités collect importantes, des the quantités head data and the significatives calibration pool d'échantillons with a sur significant l'ensemble du pays enough et significant sur number plusieurs of samples for régions. each Donc, le type of fait wine, let's say. justement de créer un So réseau de that should be laboratoires, something c'était little by justement little pour overcome répondre à cette in all question, à cette situations. nécessité pour pouvoir Okay. alimenter la And courbe de calibrage Gonzalo avec is un asking if nombre it's assez necessary an significatif equipment for des each données et winery, d'échantillons pour chaque a typologie de spectrophotometer vin. for each winery. Donc, je pense que Yes. c'est une question qui est assez bien gérée dans toutes les situations. Absorbance reader must be in every lab. Gonzalo demandait si la cave doit se And doter last d'un question, spectrophotomètre. how to manage the Oui. matrix effect in the FTIR measurement, how to calibrate Donc, the il y a un measurement. lecteur d'absorbance qui doit être Question by disponible dans chaque cave. Yes. That is part of Il y a encore une dernière question. Comment gérer les effets métriques dans les mesures par spectrométrie infrarouge? Comment on fait les calibrages? Donc, cela fait partie du service. Donc, quand il y a un nouvel utilisateur qui accède à ces systèmes, il y a une phase dans laquelle
Les deux partenaires ISVEA et TDI travaillent ensemble pour être sûr que les données qui viennent de ces lecteurs d'absorbance sont calibrés. Donc, il y a une phase de décalibrage qui est faite au départ pour être sûr que ce soit fiable. Merci, Gianni. Je te laisse le soin de répondre en privé aux autres questions à travers les chats. Je vais donc passer la parole à Panagiotis pour commencer sa présentation. Merci, Gianni. Okay. So, good morning to everyone. My name is Panagiotis Sarapitsas and I work as a researcher in Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous pouvez voir ma présentation en plein écran. Oui, on voit parfaitement. Très bien. Bonjour, je m'appelle Panagiotis Sarapitsas et je travaille en tant que chercheur de la Fondation Edmund Mark. Ma présentation va porter sur les stockages de vin. Bien sûr, nous connaissons tous les conditions de conservation et de stockage optimales de vin qui prévoient normalement des températures entre 6 et 18 degrés. Et lorsque le vin est dans la cave, tout est bien contrôlé par des réglementations, également par des protocoles internes de contrôle de la qualité qui sont prévus par la cave. Mais une fois le vin sorti de la cave, le stockage et le vieillissement sont laissés entre les mains, les connaissances et le professionnalisme des différentes personnes travaillant dans les transports, la distribution, les restaurants, les bars à vin, les supermarchés et les consommateurs. Théoriquement, tout devrait se dérouler sans problème, mais regardons ce qui peut se passer lors d'un transport de vin sur une longue distance. Et là, on commence à avoir des problèmes. Souvent, les cargos doivent s'arrêter et changer leurs conteneurs dans les grands ports. C'est notamment le cas pour les transports en destination d'Australie, où souvent les cargos doivent s'arrêter à Malaisie pendant quelques jours pour changer des conteneurs. Et parfois, les conteneurs sont stockés dans des conditions comme celle-ci pendant 4 5 jours. Donc, les températures peuvent arriver à 40-45 degrés en Malaisie. Donc, par conséquent, le vin est soumis à un choc thermique très important dans ces conditions. Ou encore une situation, c'est quand on a des bouteilles de vin dans des restaurants, des bars à vin ou bien des appartements privés. Et souvent, le vin passe de longues périodes de stockage dans des conditions non idéales où la température passe de 20 à 27 degrés. Donc, ce qui est bon pour l'homme, mais qui n'est pas une condition idéale pour le vin. Oui, donc le vin est un aliment de longue conservation et sa durée de vie varie de quelques mois à plusieurs décennies, mais cela ne signifie pas que son stockage ne doit pas être contrôlé. Donc, un stockage à long terme, ce n'est pas un stockage à n'importe quelle condition. Alors, voyons un peu quelques questions concernant les stockages de vin. Déjà, la couleur de vin. Donc, nous voyons une expérience, le résultat d'une expérience qu'on a fait où nous stockons les mêmes vins dans des conditions, les conditions optimales dans une cave et des conditions non idéales dans les conditions typiques d'un appartement. Alors ici, nous voyons comment la couleur du vin évolue. Donc, nous voyons dans la cave, la couleur est quasiment optimale au bout de 24 mois de stockage. Par contre, dans les conditions d'appartement, nous voyons que la couleur passe du rouge à l'orange. Ces diapos utilisent plus ou moins la même méthode, mais de manière, disons, avec une approche un peu plus scientifique. Nous avons les diagrammes Cielab avec cette technique qui est utilisée.
qui est également dans beaucoup de domaines, notamment dans la photographie ou même dans les arts graphiques, pour définir les couleurs. Donc, on a appliqué ces graphes au vin. Donc, ici, nous voyons quelle est la situation du vin. Donc, alors, au départ, la couleur était plus rouge et vous voyez que la couleur du vin se déplace. Alors, ça, c'est le vin qui était stocké dans des conditions de cave. Et ça, vous voyez le vin en conditions de conservation domestique. Vous voyez que son évolution est beaucoup plus rapide. Alors, ces changements très importants que vous voyez des 0 à 12, 6 mois jusqu'à 24 mois, on a choisi une période longue pour englober également la période estivale. Voyons un peu ce qui se passe avec le choc thermique. Alors ici, nous avons encore une fois en vin rouge, on est dans cette partie du diagramme Cielab. On a ici le vin de contrôle et le même vin, sa couleur, comment a évolué le vin a été conservé à 13 degrés pendant 90 jours ou à 35 degrés pendant 15 jours, 5 jours ou 10 jours. Vous voyez qu'il y a cette évolution vers de couleurs plus orangées. Et vous voyez comment la couleur change à 45 degrés lorsque le stockage a une durée d'un jour, 5 jours et 10 jours. Vous voyez que même sur ces périodes très courtes, il y a une évolution du rouge à l'orange. Ici, la même expérience, les mêmes schémas expérimentaux, mais pour un vin blanc. Ici, on est toujours dans cet espace de couleurs, donc avec des couleurs jaunes, vertes, donc une couleur plus transparente. Voilà, la configuration expérimentale est la même. Et nous voyons la couleur du vin de contrôle, le vin témoin, et nous voyons la conservation à 13 degrés pendant 10 jours, à 13 degrés pendant 90 jours et ensuite à 45 degrés, comment ça évolue entre 1 jour, 5 jours et 10 jours. Donc, vous voyez que dans ces cas, il y a cette évolution beaucoup plus rapide en cette direction, dans la direction de la flèche dans les diagrammes syllabes. Alors là, on a le cas, par exemple, dans vin blanc, jeune, l'évolution est dans la direction opposée. Alors, vous voyez qu'on perd les composantes jaunes. Alors, il faut faire très attention parce qu'il y a ces deux réactions qui ont deux mécanismes différents. Donc, il ne faut pas les comparer. Ce sont deux choses différentes qui peuvent se produire dans le vin. Passons maintenant à l'autre question qui concerne le polyphénol dans le vin. Alors, la plupart d'entre vous savent que les flavanols sont les tanins condensés, les polyphénols qui sont responsables du corps du vin et de la stabilité, la couleur. Dans cette expérience, on a constaté que les tanins, les flavanols, réagissent avec les SO2 que nous ajoutons au vin pour les protéger en produisant des tanins sulfonés. Donc, nous voyons ces vins qui étaient stockés dans des conditions domestiques. Alors, et nous voyons la comparaison par rapport aux vins conservés en conditions de cave. Donc, là, on parle d'une molécule qui est un bon marqueur d'un vin qui n'est pas conservé dans des conditions optimales. Ensuite, nous avons fait une expérience dans laquelle nous avons utilisé 8 vins rouges et 5 vins blancs.
qu'on a stocké à 13 degrés pendant 10 et 90 jours, à 35 degrés pendant 5, 10 et 15 jours et à 45 degrés pendant 1, 5 et 10 jours. Et vous voyez ici la concentration des tanins disulfonés qui augmente beaucoup plus rapidement par rapport aux températures plus faibles. Alors, dans certains vins, après quelques jours à 45 degrés, on a déjà des concentrations qui sont 6 fois plus importantes par rapport aux témoins, par rapport aux vins témoins. Alors, nous savons qu'il y a de vins qui sont plus résistants à la température par rapport à d'autres. Alors, c'est en fonction de leur profil, disons, chimique. Et donc, nous avons acquis des informations sur cette évolution. Alors, nous voyons ici l'augmentation en pourcentage des épicatéchines sulfonates par jour aux différentes températures. Donc, à 35 degrés, à 13 degrés, nous voyons que l'augmentation par jour était faible, mais voyons que se passe-t-il à 45 degrés. Nous voyons que là, nous avons des écarts qui sont beaucoup plus importants, une variabilité plus importante. Dans certaines situations, tous les 2 jours, on doublé la concentration de l'épicatéchine sulfonate. Parfois, 5 jours étaient suffisants pour doubler la quantité. Donc là aussi, on a un marqueur intéressant des chocs thermiques qui peuvent concerner le vin. Encore, les différents polyphénols qui peuvent être importants, donc les pigments rouges du vin, donc à des conditions de stockage optimales. Nous avons ces composés qui sont fondamentaux dans la couleur rouge du vin. Mais si on stocke le vin à des températures plus élevées, que se passe-t-il? Donc, il y a plusieurs réactions et on finit par produire ces types de pigments. C'est les pinotines qui ont une couleur orangée, donc comparable au vin qu'on voit ici. Encore une fois, on peut ajouter un autre marqueur qu'on peut utiliser pour identifier les vins qui ont été stockés dans des conditions non idéales. Passons maintenant des phénols aux composés volatiles. Donc, ces composés aromatiques et voyons quel est leur comportement. Nous avons ici les terpénoïdes, les alcools, les aldéhydes, les acides, les esters et les non-isoprénéides. Alors, donc, pour les 5 vins blancs qu'on a stockés, pour les vins qu'on a intégrés dans cette expérience, on s'est intéressé également au TDN comme marqueur. Les TDN est un composé volatile bien connu en œnologie. Il est associé à des caractéristiques positives et négatives dont le vin blanc et rouge. Et notamment, il est connu pour cet arôme de kérosène ou d'essence, cet arôme pétrolé dans les vins de Riesling. À de faibles niveaux, la TDN est souhaitable, mais à une concentration plus élevée, les TDN peut devenir dominant et peut effacer donc les notes plus fruitées. Donc, on sait également quelle est l'évolution de ces métabolites à haute température, donc avec une concentration plus importante à haute température. Bon, ça, c'est un phénomène qui concerne aussi bien le vin blanc que les vins rouges. Donc, encore une fois, les TDN est un excellent marqueur pour les vins qui ont été soumis en choc thermique. Le vitis-pyrane est un composé semblable avec les TDN et là, vous voyez également que le comportement est très semblable. Nous avons également des composés volatiles qui sont bien connus comme les linalols, qui est un ester qui donne ces notes
floral au vin. Et donc, nous voyons l'évolution des esters et des terpènes dans nos vins de référence et dans les échantillons. Donc, nous voyons que certains vins étaient plus vulnérables par rapport à d'autres. Donc, au départ, nous avons les composés aromatiques floraux et fruités qui sont présents dans les vins. Ensuite, ils diminuent et lentement, les TDN et les vitispiranes augmentent et commencent à être dominants dans l'arôme du vin. Donc, si on stocke à température élevée, ces réactions sont beaucoup plus rapides et donc on accélère en quelque sorte les cycles de vie du produit. Un autre marqueur qu'on a constaté et qui est un marqueur intéressant, c'est le furfural. Le furfural qui augmente de manière beaucoup plus rapide à 45 degrés. Il est bien connu parce qu'il apporte ses notes des caramels au vin. Et bon, c'est quelque chose qu'on trouve parfois dans les vins doux où on apprécie ces notes un peu oxydées, mais surtout pour les vins frais, le furfural est considéré comme un marqueur non apprécié et donc comme en défaut lorsqu'il est à des concentrations importantes. Ensuite, on parle de l'âge chimique du vin. En énologie, nous utilisons les termes âge pour décrire le nombre d'années depuis les vendanges. Mais on parle également d'âge chimique. Donc, théoriquement, l'âge chimique devrait suivre l'âge du vin stocké dans des conditions optimales. Bon, et par conséquent, bon, si les vins conservent ces caractéristiques, on peut les garder sur le marché plus longtemps. Si on cherche à accélérer les cycles de vie du vin par une augmentation de la température, nous voyons quelle est son évolution à température élevée. C'est comme si on vieillissait le vin de 7 ans. Alors, je ne sais pas, 7 ans, les vins à l'âge comme s'il avait 11 ans, donc avec la température. Donc, il faut être très prudent avec ça parce que, bien sûr, on accélère les conditions du vin. Donc, on accélère les vieillissements, on accélère l'âge du vin, mais en même temps, les changements métabolomiques ne suivent pas forcément la même trajectoire qu'on a identifiée. Bon, les réactions qui se produisent suivent une trajectoire différente. Donc, les vins évoluent de manière différente, beaucoup plus rapide, mais avec un trajet, avec un parcours, une évolution métabolomique différente. Avec cela, je vous remercie de votre attention et je remercie également tous ceux qui ont participé à ce projet, à la Fondation Edmund Mac, bien sûr, l'Université Trente, ISVA, Vinidea. Vous avez mes coordonnées, vous pouvez me contacter pour n'importe quelle question. Merci Panagiotis, c'était très intéressant et vous êtes resté parfaitement dans les temps qui vous étaient impartis. Donc, il y a une première question de la part d'Alessandra qui dit bonjour Panagiotis. Quelle est l'interaction entre la température et l'oxygène dissous dans la bouteille et en ce qui concerne l'apparition de molécules que vous avez constatées? Est-ce qu'il y a un processus d'oxydation qui se produit donc dans ces tests, dans cette expérience que nous avons fait, nous n'avons pas mesuré l'oxygène. Alors, je ne suis pas à mesure de donner une réponse spécifique sur ce point.
Alors, Thank you very mais bien much. sûr, il I serait have intéressant, a personal bien question à about des chemical températures age. élevées, théoriquement, il y a une Often, consommation as you d'oxygène told plus us, rapide you et bien have sûr, il y a des a wine retombées which is sur la 5 years qualité du vin. old Mais je n'ai pas from des the données vintage, chiffrées à vous but apporter it sur ces seems points older, spécifiques. so because of J'ai oxidation. ensuite But une sometimes you question have the personnelle opposite. So you concernant find that l'âge 10 years chimique. old, the wine which seems Alors, vous younger nous than avez this. dit Do souvent you have studied que also this lorsqu'on a un effect vin by qui Betamol? a 5 ans d'âge à partir de la So we know vendange, mais on a generally l'impression that qu'il est plus for vieux our que ça à cause experience that de if you l'oxydation. store Mais the parfois, wine at c'est very low l'inverse. temperature, On a des chemical vins changes, des 10 and ans the qui nous majority of the donnent l'impression qu'ils sont plus jeunes. metabolomic changes are Est-ce que vous moving avez étudié également much cet slower. effet So the wine par la it might appear younger also métabolomique? at Nous savons higher sur la ages. base de notre expérience que But si le vin est probably it's stocké not à des like the best faibles way to store the températures, wine because some changes bon, might l- happen and les maybe changements like the tannins will métabolomiques not se get to font the beaucoup maturity, plus but lentement. what will Donc, on peut happen avoir is l'impression you might que les have vins to est start plus having oxidation. jeunes qu'il ne l'est So en we need to be very réalité. Mais attention probablement, ce also n'est with pas that. le Like if you stockage store the idéal wines du at vin parce very qu'il peut low y avoir temperature, de like changements. Par don't let it exemple, to develop les tanins because that might n'arrivent cause peut-être some pas problems à in the maturité future. Okay, idéale. thank you very much. Another question by Donc, il faut Daniele. être Can we très say that a nuancé white là-dessus. wine on Il a faut bad faire sales condition is going to attention. be materialized Je or déconseille oxidized? de stocker le vin à des conditions de température très faibles We cannot parce say que that. là Okay, like aussi, on peut avoir generally, des problèmes. from what we Encore une also saw question de la was part that de Daniele. we had this market that they were Est-ce increasing. qu'on peut dire qu'un vin blanc dans de mauvaises conditions de stockage risque d'être madérisé, oxydé? Disons, on ne peut pas généraliser. Sur la base de ce que nous avons constaté, donc, on avait ces marqueurs qui augmentaient avec le vin qui évoluait vers une certaine oxydation, mais j'ai perçu au nez que certains vins étaient plus résistants que d'autres. Alors, si on attend très longtemps, à la fin, bien sûr, il y aura une oxydation. Mais disons, certains vins, à cause de la variété ou bien des pratiques énologiques, etc., n'ont pas forcément. Donc, il peut y avoir des terpènes ou d'autres métabolites qui protègent d'une certaine manière le vin. Et d'autres vins, par contre, qui ne bénéficient pas de cette protection, on a constaté effectivement ces comportements oxydatifs qui est beaucoup plus rapide. Ça dépend beaucoup du vin, mais à la fin, bien sûr, tous vont arriver à un état oxydé. Encore quelques questions. Oscar vous demande si vous pensez qu'il y a une évolution de différents composés en fonction également du type d'obturateur qui est utilisé. Bon, nous savons que l'obturateur peut influencer. Nous avons fait d'autres expériences. Bon, c'est quelque chose qui est influencé également par la différente perméabilité des différents obturateurs. On peut avoir des obturateurs qui sont très perméables alors que d'autres sont beaucoup plus étanches. Encore une fois, donc les œnologues doivent s'interroger beaucoup sur ces points. Donc, nous avons parfois de vins blancs. Alors, les œnologues savent que ce sont des vins qui sont destinés à une consommation rapide. Alors, dans ce cas, on n'a pas... Bon, pour avoir un vin prêt à la consommation en l'espace de 2 ou 3 mois, bon, dans ce cas, la capsule peut être tout à fait adaptée. Bon, donc ce n'est pas forcément les bouchons. On peut avoir également d'autres types d'obturateurs qui entrent en ligne de compte. Également, l'oxygène est fondamental. Donc, la température, l'oxygène, nous les savons depuis beaucoup d'années, depuis très longtemps. Nous savons qu'il y a une interaction.
Donc, merci. Encore une question de la part d'Alessio. Est-ce que vous avez étudié également les changements, l'évolution de la composition flavanol pendant les stockages? Oui, dans la première expérience, dans les premiers essais, ce qu'on a constaté, c'est qu'à des températures plus élevées, on a une libération des glucosides. Donc, ces flavanols qui sont liés au sucre. Donc, il y avait une hydrolysation beaucoup plus rapide aux hautes températures. De même, pour les acides hydroxycinamiques, l'acide couftarique, caftarique, donc tous les acides. Donc, dans ce cas aussi, il y avait une hydrolyse beaucoup plus rapide par rapport à l'hydrolyse qu'on avait à de faibles températures de stockage. Encore des questions très semblables. Eduardo nous demande quelles sont, à votre avis, les conditions idéales pour stocker les vins dans des conditions domestiques ou dans des conditions de cave. Et Emmanuel nous demande quelle est la condition de stockage idéal, donc 13 degrés, 15 degrés. Probablement, le problème s'accélère à partir de 20 degrés. La plupart de ces réactions se produisent une fois qu'on a dépassé les 20 degrés. Mais encore une fois, bon, on l'a vu également dans la diapo initiale, de vins blancs très jeunes, des vins pétillants qui ont besoin des températures plus basses, plus faibles, alors que le vin rouge qui ont besoin d'évoluer, la température idéale est autour de 16-17 degrés. Le problème pour les stockages d'appartements, c'est que la température n'est pas constante. Alors, l'expérience l'essai qu'on a fait tout à l'heure, donc on a stocké le vin dans des conditions domestiques, dans les cartons, donc il n'y avait pas de pénétration de lumière dans les bouteilles et le vin était horizontal. Donc, et les températures, je pense, ne sont jamais descendues au-dessous des 25 ou 26 degrés. Bon, parce que, bon, si dans un appartement, nous avons la possibilité de stocker les vins dans une chai à vin ou bien dans un petit frigo, on peut stocker à des températures inférieures à 20 degrés. Et puis, bon, ça dépend du vin. Mais mon conseil, c'est toujours de boire le vin, de ne pas les laisser en jachère trop longtemps. Bon, dans le sud de l'Europe, c'est quelque chose qu'on a très souvent lorsque le père, par exemple, fête la naissance de son enfant. Par exemple, il achète un vin important et il les stocke en attendant de le boire pour un anniversaire important ou les 18 ans ou les 20 ans. Si le vin est stocké dans de bonnes conditions, ça va, mais si le vin n'est pas stocké dans des conditions idéales, bon, au bout des 18 ans, on risque d'avoir de mauvaises surprises. Si le vin est stocké dans des conditions qui ne sont pas optimales, bon, un vin qui était un vin de qualité risque de perdre toute sa valeur. Donc, il faut être très prudent là-dessus. Je partage tout à fait ton point de vue, Panagiotis. Donc, merci. Je te laisse le soin de répondre aux questions encore ouvertes et je vais demander à Gianni de partager son écran pour la dernière partie de ce webinaire. Donc, merci à Giuliano, merci à Panagiotis. C'était une présentation très riche avec beaucoup d'informations utiles. Et donc, je tiens vraiment à te remercier parce que tu as introduit parfaitement les thèmes que je souhaite vous présenter. C'est la deuxième
solution d'Internet des objets qu'on est en train de développer avec ISVA, qui a essayé de répondre à notre besoin de cave. Alors, la question est la suivante. Que se passe-t-il, qu'arrive-t-il à mon vin une fois qu'il sort de la cave avant qu'il arrive au consommateur? Alors là, c'est une phase qui n'est pas gérée par les caves directement. Donc, souvent, les caves n'ont aucun contrôle sur cette partie de la vie du vin. Et il y a des accidents potentiels qui peuvent se produire pendant les transports. Bon, on a les températures. On peut avoir des pics de température qui arrivent même à plus des 60 degrés. Une exposition prolongée à des températures élevées, comme l'a dit également Panagiotis dans sa présentation, ou même parfois des températures très basses. Ça peut être le cas dans certaines saisons ou bien dans certaines zones géographiques, ou encore les cas typiques. Et là, on ne parle plus de la saison ou de la température. On peut avoir des chocs, on peut avoir des chutes, on peut avoir des accidents liés à l'eau. Voilà, ce sont des problèmes qui peuvent se produire. Et avec quelle fréquence? Je pense que personne ne connaît vraiment la réponse. Alors, je vous montre quelques graphes. Ce sont des températures qu'on a pu mesurer. Alors, en haut, c'est du vin qui est envoyé d'Italie à la Suède. Alors là, bon, c'est la situation typique qu'on a lorsqu'on a des journées de soleil. On a ces pics qui peuvent arriver jusqu'à 30 degrés. Vous voyez, et typiquement, ils arrivent là, c'est en pic à 2 heures de l'après-midi, ensuite avec une descente dans la nuit. Bon, c'est une situation typique des conditions estivales. Par exemple, en Italie, parfois, les écarts peuvent être encore plus importants, parfois ils ne sont pas significatifs, mais disons, en général, c'est quelque chose qui se produit tous les jours. Là, c'est par contre un vin qui est envoyé d'Italie à la Chine. Dans ce cas, c'était un envoi par conteneur. Et là, il y avait un système de protection thermique qui permettait de réduire la variabilité, donc les écarts de température. Alors là, c'est les premiers jours lorsque le chargement n'était pas encore sur les cargos. Là, nous avions quelques écarts, mais pas aussi importants que dans les graphes d'avant. Et vous voyez que pendant toute la période, plus ou moins, pendant toute la période du transport, on a une température qui est plus ou moins constante. Le dernier graphe que je vous montre, c'est pas quelque chose que nous avons mesuré directement, c'est un graphe qui vient de la bibliographie pour vous montrer que même les températures basses peuvent être en danger. Ça, c'est un envoi en Michigan, aux États-Unis, lorsqu'on est arrivé à des températures de moins 30 degrés. Donc, c'est une situation qu'on peut avoir également. Quel est l'impact dans ce cas? Panagiotis a fait déjà une présentation excellente. Il vous a déjà montré les variations, les changements sensoriels qu'on peut avoir dans le profil de vin, mais on peut avoir également une instabilité de certains composés, par exemple une instabilité de protéines ou encore de l'acide tartrique qui peut former des cristaux en fonction de la température. On peut avoir également une perte d'étanchéité du bouchon, on peut avoir des formations du carton, on peut avoir la casse de la bouteille. Et donc, tout cela a bien sûr un impact très négatif.
Alors, quelle est la solution IoT qu'on a mise en place pour aider les caves à résoudre ce type de problème, de manière à éviter ces types de risques? Alors, la chose la plus simple consiste à tracer la température pendant les transports. C'est quelque chose qu'on peut faire avec différents dispositifs qui sont sur les marchés. On a des data loggers qui peuvent enregistrer la température à des intervalles donnés. Ensuite, vous avez la possibilité de les lire à travers USB ou bien à travers la technologie Wi-Fi ou à travers les Bluetooth. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que là, vous avez les graphes de la température pour votre vin. Là, c'est le graphe qu'on a développé avec l'un de ces systèmes et on voit la température depuis le point de départ qui était en Italie jusqu'aux différents lieux de stockage, les ports de Gênes notamment, et ensuite jusqu'au cargo, et ensuite le voyage à travers l'océan jusqu'aux États-Unis. Et là aussi, nous voyons ce que nous avons vu tout à l'heure. Nous commençons avec deux pics pendant la journée qui sont assez importants dans ces cas. Et ensuite une période de température plus ou moins constante, même si dans ces cas, la direction est opposée par rapport au cas de la Chine qu'on a vu tout à l'heure. Bon, c'est quelque chose qui peut être déjà très intéressant pour beaucoup de caves. Avec ces informations, avec le projet, on a ajouté encore un service supplémentaire qui pourrait être intéressant, c'est-à-dire utiliser ces dispositifs pour le contrôle de la température pour établir un lien direct entre le producteur et le point de vente, que ce soit le magasin ou bien le restaurant. Donc, ce dispositif est appliqué sur les cartons. Bien sûr, il y a un traçage de la température pendant l'expédition, pendant les voyages. Et lorsque le vin arrive au détaillant qui ouvre le carton, bon, c'est un dispositif qui a une technologie Bluetooth, donc en approchant son téléphone, il peut lire toutes les informations qui concernent le transport du vin. Donc, il peut accéder de cette manière à une page qui a été prévue, qui a été organisée, qui a été structurée par les producteurs, qui est une page spécifique pour ce vin. Bon, la cave reçoit les données concernant la température, donc la cave, ce qui s'est produit. Si jamais il y a eu un souci important, la cave peut également envoyer une alerte aux détaillants pour éviter d'avoir sur les marchés un produit qui n'est pas vraiment représentatif du standard de qualité de la cave. Mais la cave peut aussi envoyer des informations de marketing ou informer le détaillant à travers ces canaux de communication. Et de cette manière, le détaillant, à son tour, peut envoyer des informations sur des défauts qui ont été constatés, je ne sais pas, des bouteilles bouchonnées ou encore de perte d'étanchéité du bouchon. Donc, il peut donner un retour d'information à la cave. Et il peut également faire remonter à la cave les avis des consommateurs. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Et ce sont des fonctions supplémentaires qui peuvent être ajoutées à ces traceurs de température. Encore une chose qu'on a prévue, donc c'est ces deux exemples que je vous ai donnés. Supposez qu'il y ait toujours quelqu'un en bout de chaîne qui a lisé les données sur les dispositifs. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Donc, on a développé un autre dispositif, une autre technologie. Cette autre
d'autres dispositifs, dans ce cas, lit surtout les données concernant les chocs, l'humidité, la géolocalisation. Bon, et c'est un système qui utilise les réseaux téléphoniques. Il envoie directement ces informations, ces données, et les caves ont la possibilité de voir en temps réel quelles ont été les conditions jusqu'à ce point-là et s'il y a eu un souci quelconque. Là aussi, c'est un outil qui permet un contrôle très indépendant et très facile des conditions de transport par la cave. Je passe maintenant à un autre service qui est semblable à celui-ci, qui est très en lien avec ce que nous a présenté Panagiotis. Avec ISVEA, nous avons prévu également un contrôle des qualités de vin après les transports. Alors, donc une fois qu'on a les écarts de température auxquels le vin a été exposé pendant les transports, on a la possibilité de reproduire ces conditions dans une chambre climatique. Et on peut donner également le profil du vin après ces écarts climatiques. Alors, vous avez ici quelques exemples des résultats qu'on peut avoir à la suite de ces types d'analyses. Ça, c'est la courbe thermique qu'on avait vue, donc avec les transports du magasin jusqu'au port. Donc, on peut reproduire cette évolution dans une chambre climatique avec un programme adapté. Et dans ce cas spécifique, bon, c'est une méthode qu'on a appliquée à 3 vins. Alors, 2 vins blancs, 2 vins, un Orvieto blanc de 2019, en Chardonnay 2018, et ensuite un Chianti 2019. Donc, on a fait l'observation physique, l'analyse chimique et l'analyse composés non volatiles et les composés organiques volatiles et l'analyse sensorielle. Donc, là, nous voyons déjà ces bouchages qui remontent, ces bouchons qui remontent, c'est quelque chose qui est typique, qui indique déjà des températures élevées. C'est un phénomène qui est assez fréquent lorsqu'on a ces températures qui correspondent aux températures qu'on a vues dans ces courbes. Dans les 2 autres cas, on avait des capsules, donc on n'a pas constaté cet effet de remontage du bouchon. On peut faire également des analyses sensorielles avec tout simplement un test de préférence entre les différents échantillons. Et alors, vous voyez ici les résultats. Donc, le vin était différent. Et dans les 2 cas, la préférence allait au vin non traité, disons. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est les changements chimiques qu'on a pu constater. Donc, ça, ce sont les spectrogrammes. Alors, ce que nous voyons ici, c'est les pourcentages des variations de vin traité entre le vin non traité. Alors, 20%, ça veut dire que ces composés spécifiques a augmenté de 20% par rapport au vin non traité. Alors, vous voyez que le paramètre de couleur ne change pas tellement. Ça, c'est les vins rouges. On a quelques changements concernant quelques composés, mais rien de bien significatif. Alors, dans les vins blancs, on peut avoir un peu de réduction pour certains paramètres qui peuvent changer, mais bon, d'un point de vue visuel, il n'est pas encore facile de reconnaître les vins traités. Si on s'intéresse à d'autres paramètres comme l'acétaldéhyde ou l'acide cinnamique, on voit ou d'autres paramètres
Là, on voit par exemple les SO2 livres étaient réduits de 20% dans les Chianti, mais encore une fois, ce n'est pas ici qu'on voit surtout l'impact de la température. Alors que si on passe ici aux esters, la situation change du tout au tout. Ici, c'est des graphes qui concernent différentes échelles. Vous voyez l'augmentation qui peut aller de 0% jusqu'à 1000%. Là, donc le vin traité présente 1000 fois plus des composés par rapport au vin non traité. Et ici, la réduction, c'est la réduction des esters. Alors ça, c'est 0, ça, c'est moins 1000%. Alors, dans ce cas, ça veut dire que le composé en question a complètement disparu à la suite du traitement. Alors, le vin sont différents, c'est tout à fait évident. On a des vins comme ici les chardonnays qui présentent une augmentation très importante de plus de 10 fois de certains paramètres. Alors, pour d'autres comme les Orvieto, donc on a une augmentation qui concerne certains composés et pas tous. Dans les Chianti, on n'a pratiquement pas d'augmentation, mais lorsqu'on passe à la réduction, là on voit qu'il y a des différences importantes en ce qui concerne les différents vins. Et surtout, on voit que certains composés disparaissent complètement. Ça peut être l'isamylacétate, l'isobutylacétate, qui est réduit à 0, qui en chute à 0, ou encore d'autres composés. Bon, c'est une situation qui concerne non seulement les esters, mais également les terpènes, comme on les voit ici. Et cela concerne également d'autres composés, comme dans ces cas, dans les cas du chardonnay, qu'on a une augmentation quasiment double du diméthylsulfure. Donc, alors, et dans d'autres cas, comme dans ce cas ici, dans le cas de l'Orvieto, on a cette diminution très importante du vinylphénol. Bon, donc la température, c'est quelque chose qui change les vins d'une manière significative. Et aujourd'hui, on est à mesure de les tracer et de voir tous les phénomènes qui se produisent. À tous ces services, on peut ajouter la technologie blockchain. Donc, on peut faire beaucoup de copies de ces données pour que l'on ne puisse pas les manipuler. Donc, c'est également quelque chose qui peut être contraignant, qui peut avoir une valeur juridique. Et c'est quelque chose qui peut être intéressant, notamment s'il y a des réclamations de la part des clients, s'il y a, je sais pas, une dispute quelconque avec nos partenaires de la distribution. On prépare également d'autres services avec un système de benchmarking, avec la possibilité de prévoir, de voir quel est le comportement des transports vers certaines destinations. Et ensuite, il y a aussi parfois des difficultés au niveau des assurances parce qu'on n'a pas suffisamment de données. Lorsqu'on a plus de données du risque lié à certains envois, certains transports, là, c'est un outil supplémentaire qu'on donne aux vinificateurs, même en ce qui concerne la situation des assurances. Voilà, c'est ce que j'avais à vous présenter. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à m'envoyer un message. N'hésitez pas à me contacter pour avoir une mise à jour sur les nouveautés, sur les choses. Et bien sûr, je suis à votre disposition pour répondre à toute question immédiate. Merci à Gianni. Gunnar,
qui demande s'il y a la possibilité également d'attacher en certificat de, je ne sais pas exactement ce que vous entendez par certificat, mais comme je le disais, il y a ces data loggers, donc ces informations qui nous viennent de ces dispositifs et qui peuvent être assortis, qui peuvent être équipés la technologie blockchain. Alors, ces types de données, une fois qu'ils sont traités par qu'elles sont traitées par technologie blockchain, ces données ne sont pas modifiables. Donc, personne ne peut les mettre en discussion. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire. Bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut faire en amont, avant les transports, avant l'envoi. Donc, c'est un service qu'il faut prévoir dès le début. Donc, à mon sens, c'est quelque chose qui peut correspondre à ces besoins spécifiques. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement à la question. Il y a une question de la part de Jaime. A posteriori, how can say in English, on the back way, ex post. Qui nous demande si cette méthode est applicable uniquement ex post. Je pense que Jaime parle de l'évaluation de la qualité. Oui, comme il a été dit, bon, on ne peut pas après, bon, donc une fois que le vin doit être doté de ces systèmes depuis le début. À ce moment-là, on a la possibilité d'avoir une simulation en conditions laboratoires et les analyses. Mais nous pensons que c'est une sorte de tendance qui va s'imposer au fur et à mesure dans le monde du vin. Bon, au-delà de 45 degrés pendant un certain nombre de jours, tous les vins subissent un impact d'une certaine manière. Donc, si on est à mesure de prévoir cet effet, on peut paramétrer, on peut comparer. Si par exemple, on est au mois de juillet, on fait un envoi en Chine, on sait que dans 50% des cas, le vin subira un certain nombre de changements et ce sont des informations qu'on peut exploiter à la cave. Donc, il y a plusieurs manières d'utiliser ces types d'informations concernant les stress de température. Donc, merci. Et entre-temps, il y a une autre question qui nous vient de la part d'Emmanuel. Est-ce qu'on peut avoir les informations aussi depuis l'intérieur du conteneur avant qu'il soit déchargé? Oui. Malheureusement, les modems ne peuvent pas envoyer des données pendant que la cargaison est encore dans les conteneurs. Alors, avec ces types de transports intercontinentaux, on commence à recevoir les données une fois que les marchandises sont arrivées à destination. Donc, on n'a pas la possibilité de voir les informations en temps réel, mais en tout cas, pendant tout ce temps, les capteurs continuent d'enregistrer les données. Donc, une fois que le conteneur a été déchargé, on a la possibilité d'avoir accès à toutes les données qui ont été stockées. Encore une question de la part de Céleste. Avec de pics élevés de température, le vin rouge a un comportement différent par rapport au vin blanc. Oui, bien sûr. Panagiotis nous a déjà montré des exemples très intéressants concernant les comportements de certains composés de vin rouge.
qui peuvent avoir un rôle spécifique et qui peuvent réagir d'une manière spécifique. Il nous a montré également des marqueurs très spécifiques de la température, comme par exemple les flavanols sulfonatés. Oui, le comportement est différent entre le vin blanc et les rouges face au choc thermique, mais même parmi les rouges et parmi les blancs, on a constaté des différences entre une variété et l'autre. Le graphe qui vous ont été montrés par Panagiotis montrait des variations importantes entre les différents vins. Donc, vous en souvenez, je pense. Alors là, c'est un grand point d'interrogation. Quelles sont les réactions qui commencent à certaines températures? Quelle est la rapidité de ces réactions et quel est leur impact sensoriel? Nous n'avons pas encore toutes ces réponses. Ce qu'on peut mesurer, c'est l'amplitude des variations qu'il a rapporté à la température. Et bien sûr, on a le retour qu'on a une fois que le vin est dégusté. Donc, on peut rapporter ces informations aux défauts qui sont constatés dans les vins. Alors, encore une dernière question. Est-ce que l'Internet des objets peut être utilisé comme un outil fiable pour la résolution des disputes, des différends entre les partenaires commerciaux? Oui, en principe, oui. Si vous avez la technologie blockchain qui est attachée à ces dispositifs, c'est quelque chose qui a une valeur légale, mais même sans technologie blockchain, en tout cas, le fait que la cave a des données qu'elle peut envoyer, donc des données indépendantes, et pas simplement les informations qui sont relatées par l'importateur. C'est déjà quelque chose qui peut être un avantage important dans les relations commerciales. Donc, il y a des implications légales, mais il y a également les côtés information. Alors, c'est quelque chose qui peut véritablement avoir un impact. Donc, cela peut équilibrer un peu les rapports de pouvoir entre le producteur et les distributeurs à ces niveaux-là.